Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Western, polar, comédie, qu'est-ce qu'une bonne musique de film? Doit-on l'entendre ou l'oublier? Nous poserons la question à notre invité Rinatu Frassati. Il est réalisateur et scénariste. Il vient nous faire découvrir Beatrice et son dernier film. Quel est l'impact de la bande originale? Réponse avec Pierre Gambini, compositeur et producteur. Le leitmotiv ou la petite musique qui revient en boucle, c'est la chronique de Marie-Jo Arriguilandini. Bonsoir et bienvenue Rinatu, je vous en prie. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau du rendez-vous. Alors Rinatu, vous êtes réalisateur et scénariste. Pour débuter notre tête-à-tête, je vous propose qu'on fasse connaissance. M'arrêtez si je me trompe. Allez-y. Le parcours de Rinatu. Donc ça commence par des études de cinéma à Paris. Tout à fait. Les années d'assistant réal, 7 ans. Oui, à peu près, ouais. C'était l'âge de raison? Oui, c'est un peu ça, le temps de s'habituer au métier, de comprendre un peu les rouages d'un tournage, etc. Donc, ouais, le temps d'apprentissage. Ouais. Et vous passez le cap de la réalisation. Le premier film, Les Exilés, en 2015, c'est un film historique. Oui. En bref, le pitch. C'est un film en costume qui se passe au XVIIIe siècle et qui relate une quête onirique et légèrement fantastique d'un jeune soldat français qui doit remettre une lettre à un certain Pasquale Paoli. Un certain. Alors le nouveau film, Beatrice, c'est un mélodrame entre une réalisatrice et un pianiste. Que se passe-t-il entre eux? Alors Beatrice, oui, c'est un huis clos qui se passe dans un hôtel. C'est l'histoire d'une jeune réalisatrice qui voudrait faire un film sur une grande actrice italienne des années 50 qui est décédée à l'âge de 34 ans dans des conditions assez étranges. Et pour être dans le bain d'inspiration, elle part écrire ce scénario dans l'hôtel où venait très souvent séjourner cette actrice. Et dans cet hôtel, donc on est hors saison, il n'y a pas grand monde, et il y a surtout un pianiste qui joue tous les soirs au piano-bar de l'hôtel. Et à partir de là, il y a des choses vont se passer, des souvenirs vont ressurgir. Voilà, donc quelques secrets qui vont remonter à la surface. Et ça ne se passe pas exactement comme elle aurait voulu, comme elle aurait souhaité. Oui, on va dire qu'il y a des choses qui se révèlent un peu inattendues. On regarde un petit extrait? Si vous voulez. Allez, c'est parti. Pardon? Je vous dérange? Le piano-bar est fermé, mademoiselle. Oui, je sais, mais juste un verre de vin, c'est pas possible? Servez-vous au comptoir, prenez ce que vous voulez. C'est compliqué, hein, d'écrire, de trouver l'inspiration. Oui, là, on est face à deux personnages qui sont en mal d'inspiration. L'un essaie de terminer une sonate, de la composer, mais il est bloqué. Et elle, donc, essaie d'écrire un scénario de cinéma. Voilà. Pour honorer une promesse. Oui. D'où l'alternance de scènes en noir et blanc. Pourquoi ce choix? Noir et blanc et couleur. Alors le noir et blanc, oui, dans le film, il y a plusieurs dualités. Donc il y a la dualité écriture de cinéma et écriture de musique. Et il y a aussi cette dualité que je voulais mettre en place entre des souvenirs sereins, des souvenirs de bonheur, des souvenirs de moments apaisés, et puis un présent qui est plus lourd, qui est plus mélancolique, qui est plus triste. Et plutôt que de faire une alternance passé-présent, noir et blanc couleur, comme on a l'habitude de voir, là, on a inversé un peu les codes et il y a un combat entre l'obscurité et la lumière, entre le noir et blanc et la couleur dans le film. Vous brouillez les pistes? Oui, disons qu'on essaie de donner de nouvelles façons de faire dialoguer les images et les régimes de couleurs et les régimes musicaux. Enfin, on essaie de rebattre un peu les cartes. Vous obligez le spectateur à faire un effort de compréhension. Vous brouillez les pistes. Oui, alors moi j'aime les films où je trouve qu'il y a un plaisir ludique quand on demande au public de s'investir dans la narration et de boucher les trous, d'essayer de retrouver la chronologie exacte, de comprendre vraiment les vraies natures des personnages. J'aime pas quand on donne toutes les clés en main et quand on regarde un film de A à Z et quand on est porté de façon un peu trop didactique. J'aime quand on laisse plus de liberté au public pour se faire sa propre idée du film et de la narration.
La projection en avant-première de Béatrix, c'était à l'occasion du Festival de l'âme, le retour du public. Bon, c'était la première projection, c'était fin juillet. Bon, c'était en Balagne, donc c'était à domicile. À domicile totalement. Et donc oui, les retours étaient bons. En plus, c'était une séance assez spéciale, elle était très tard, elle était à minuit. Donc à l'âme, au site de la piscine, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit exceptionnel. Le film qui est en noir et blanc, où il y a aussi pas mal d'étoiles dans le film. Donc on était dans un écrin. Et il y a eu de très bons retours, on est très contents. C'était une projection assez belle, assez mémorable. Et ça s'est très très bien passé. Le film va continuer à vivre sa vie au gré des festivals. Quels sont les endroits où il sera projeté? Alors, il est projeté le 5 octobre à Passion Cinéma, à Ajaccio, au Palais des Congrès, à 19h45. Le lendemain, le 6 octobre, à Artemare. Donc c'est le jour d'ouverture du festival. On passe à 18h au Théâtre de Bastia. Et puis ensuite, il y aura Paris, il y aura Aix-en-Provence en décembre, il y aura d'autres festivals au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Alors au fil des projets, c'est toujours la même équipe qui vous suit. Vous avez réussi à constituer une... J'essaie dans les grandes lignes de progresser avec des gens qui me suivent depuis le début. Et on grandit ensemble. En général, c'est une équipe assez jeune. Et j'aime cette idée de progresser aussi avec des jeunes que j'ai rencontrés ici en Corse, de progresser aussi avec une équipe insulaire. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais, c'est important de travailler avec des talents de l'île. Ouais, je crois que c'est la moindre des choses quand on fait un film ici en Corse, c'est d'avancer tous ensemble. Alors les projets justement, après Les Exilés, après Béatrix, 2 moyens-métrages, est-ce que vous envisagez de passer au long-métrage? C'est le but ultime. Je crois que pour tout réalisateur, on rêve tous du long-métrage. Donc là, je suis en écriture, on est dessus. Ça sera un film sûrement très différent des deux longs-métrages, qui étaient des films plutôt doux et plutôt presque complaisants parfois avec leurs personnages. Moi, là, je vais donner, je pense, plus de violence et plus de crudité à un film un peu plus dur. Ouais. En tout cas, essayer d'être un peu plus dur avec mes personnages, avec une narration qui va, encore une fois, être très différente des 2 premiers films. Bon, on n'en parle pas trop, mais on y pense. Ouais, je suis à fond dedans déjà. Déjà, d'accord. Allez, parmi les fidèles, il y a une figure emblématique à l'écran, mais aussi à l'écriture, c'est Frédéric Poggi. C'est votre complice depuis l'aventure des Exilés. Tout à fait. Fred, c'est une très très belle rencontre. C'est un artiste, c'est un mec sensible et d'une grande générosité. Et puis il y a beaucoup de talent et c'est lui qui a composé la BO des Exilés, la BO de Béatrix. Il est aussi bien entouré, parce que je pense à son arrangeur, Michel Thomé, qui est un excellent arrangeur. Et on travaille ensemble, c'est un grand cinéphile en plus, très à l'écoute. Non, c'est un mec en or. Au-delà du côté artistique, humainement aussi, c'est une très très grande rencontre, une très belle rencontre. Ouais. Il a donc contribué à l'écriture de la musique. C'est lui qui en est l'auteur. De vos films. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne musique de film? C'est la question magique. C'est compliqué. C'est un peu une alchimie très compliquée à définir, parce que une belle BO, c'est une BO qui dialogue avec l'image, et on a jusqu'à atteindre une forme de fusion parfaite, où la musique n'est pas en trop, n'est pas en moins, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre parfait. Et c'est très dur à obtenir, donc il faut travailler, il faut beaucoup dialoguer avec le compositeur. En plus de ça, au cinéma, la musique de film arrive souvent très tard, souvent après le montage, on a souvent très peu de temps pour la faire. Donc il y a un facteur chance aussi, je crois, il y a quelque chose de l'ordre de la magie, voilà, tout simplement. Alors vous savez quoi, l'émission Le Rendez-vous, c'est avant tout une histoire de rencontre. Pierre Gambini, qui est quand même expert sur la question, nous attend à l'autre bout du plateau, on y va, c'est la rencontre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Comment ça va? Très bien Célia, merci. Vous nous attendiez? Exactement. Bon, la question d'usage, est-ce que vous vous connaissez? On s'est rencontrés quelques fois. On s'est croisés, oui. Ouais. Alors on va faire les présentations. Pierre Gambini, forcément l'artiste le plus éclectique de Corse, touche à tout, mais ce soir vous êtes là en tant que compositeur et producteur. J'avais envie de parler avec vous de l'impact de la bande originale. Elle va contribuer à l'identité du film. Je voudrais qu'on commence par un blind test. Si vous êtes d'accord, on va écouter une petite musique, vous me dites si vous identifiez tout de suite le film. Mélibula. Bravo. Forcément, vous l'avez trouvé. Une fois qu'il a dit oui. Ouais, c'est plus facile. Bon, alors une autre. Alors une autre. On écoute. Ça, c'est New Morricone. Le point votre triangle. Ah, bravo. J'ai jamais joué un blind test avec vous. On perd immédiatement. Trêve de plaisanterie. Vous avez reconnu immédiatement la musique et, de fait,
le film. Oui. Ce qui fait une bonne musique, c'est qu'elle va contribuer à son identité. Une bonne bande originale. Elle contribue à son identité et souvent on a même tendance à dire que le troisième auteur du film, c'est le musicien et c'est la composition musicale, puisqu'elle est en train de raconter autre chose que ce qu'on est en train de voir et que ce que est en train les scènes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, par la mise en scène, par la réalisation. La musique va apporter, par certains moments, puisqu'elle est justement le placement d'une musique, c'est toujours très judicieux, c'est toujours très réfléchi, c'est toujours c'est un travail entre le compositeur et le réalisateur de dialogue et de compréhension, et c'est pas simple. Donc la musique, elle est en train de raconter aussi quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui peut être par moment de l'ordre de la psychologie du personnage, quelque chose qui peut être de l'ordre du rythme de la scène, quelque chose qui peut être de l'ordre tout simplement de l'ambiance ou de l'humeur de ce qu'on est en train de voir et de la dramaturgie. Donc c'est vraiment, je pense que elle est essentielle au cinéma et à la fiction. De toute façon, elle fait partie de ce genre et de cette pratique artistique. Bon, Rina, toi, une oreille redoutable. Mais c'est vrai que certaines bandes originales ont autant de succès, voire davantage que le film. Est-ce qu'elles marquent plus les esprits que le film lui-même, au final ? Je ne connais pas de bandes originales qui ont eu plus de succès que le film en lui-même. Je pense pas que ça existe, vraiment. Je pense qu'il y a des films où des fois on remarque plus la musique, et peut-être qu'il y a... Tu parlais d'équilibre tout à l'heure, donc effectivement, peut-être que l'équilibre n'a pas été bien réalisé, ça peut arriver des fois. Mais sur des succès, très souvent, le film a un succès et des choses sont imbriquées. Et si le film a un succès, c'est parce que la musique aussi est bien et que les deux choses... Voilà, je pense que on ne peut pas dissocier les deux. Je pense que la musique fait partie du film et très souvent, quand un film a du succès, la musique suit aussi, quoi, voilà. Alors, il y a effectivement la bande originale qui contribue à créer l'identité du film. Oui. Il y a aussi la musique qui est dans le film. Vous en avez parlé tout à l'heure. La musique qui est composée avant le tournage, est-ce qu'elle va devenir un fil conducteur ? Est-ce qu'elle va donner le rythme ? Alors déjà, ça se fait rarement au cinéma de composer avant le tournage. Là, je devais le faire parce que dans le film, il y a un pianiste et que le thème principal du film revient très, très souvent. Et moi, mon découpage faisait en sorte que j'avais besoin d'une musique sur le plateau pour agencer mes plans. Donc voilà, c'est des choses qui se font rarement. Et là, forcément, une fois qu'on a composé avant le tournage et qu'on lance la musique sur le plateau, là, elle devient presque un métronome du tournage. Et c'est elle qui définit quasiment les secondes et les minutes que va durer un plan. Alors qu'au final, sinon, en général, une musique de film se fait après montage, souvent un peu dans l'urgence parfois, et elle doit s'adapter à un montage déjà. Bah, c'est parce que c'est vraiment l'écriture, le scénario qui imposait... Là, c'est une écriture qui imposait vraiment une BO avant le tournage. Comme ça peut arriver, ça arrive d'ailleurs avec Sergio Leone et Ennio Morricone et à plusieurs reprises. Mais c'est juste une façon de travailler très différente de celle qui est habituellement le cas dans 90% des films. Bah justement, Pierre, vous avez composé plusieurs musiques de films, de documentaires ou de fiction, dont celle-ci qui est très connue. Forcément. Mafioso. Alors celle-ci, elle a été composée avant ou après ? Après. Après. Alors pour les séries, c'est encore particulier, c'est encore différent. C'est-à-dire que pour les séries, on est obligé de composer en parallèle et même bien en amont, je dirais, du montage. Donc là, c'est le cas pour une série sur laquelle je suis en train de composer une musique où j'ai accès au rush, parce que c'est pas encore monté. J'ai accès au rush et puis j'ai des demandes du réalisateur qui sont bien précises avec un cahier des charges qui est là et il faut y répondre et le montage n'a pas encore commencé. Donc ça ça se passe vraiment en parallèle. Donc là, pour le coup, pour le générique, ça s'est fait en parallèle. Ça se fait en parallèle. Mais il a fallu 6 ou 7 versions avant de trouver le bon générique, parce que le générique c'est encore autre chose. C'est dans une série, c'est quelque chose qui est vraiment, pour pas être vulgaire, parce que le mot est pas joli, mais c'est un peu le logo, je dirais, c'est un peu l'identité pour le coup sonore de la série. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit récurrent, que le spectateur adopte sans que ce soit barbant, parce que ça dans son inconscient. Et puis qu'on le retienne assez facilement. Et voilà. Et puis quand ce générique arrive, il faut que ça crée cet effet de se dire ah tiens, ça commence. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a tout ça derrière. Hein, donc un générique, c'est pas facile à trouver. Pour le compositeur, c'est plus facile, plus confortable de le faire une fois qu'on a les images, une base, ou finalement c'est plus sympa la liberté. Pour moi, oui. Après, il y a des compositeurs qui préfèrent ne pas forcément voir trop d'images
de montage plutôt, en tout cas des rushs. C'est le cas de Bruno Coulet, par exemple. Je sais qu'il composait, il compose toujours, mais il a composé des musiques de films en salle sur des rushs et sur le scénario, et pas forcément sur... voilà, ça dépend. Après, il y a plusieurs méthodes aussi. Hein. Il n'y a pas une méthode. Mais après, c'est vrai que plus globalement, au cinéma, dans 90% des cas, la musique se fait en post-prod, c'est-à-dire quand le montage est quasiment terminé et le compositeur arrive en dernier lieu, bien souvent, et malheureusement avec très peu de temps et peu de budget, parce que c'est sans doute le métier qui, pour moi, en tout cas en post-production, est le moins bien traité. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est frustrant. Ouais. C'est frustrant, voilà, c'est frustrant. On est dans une ère où la musique est tellement dévaluée qu'on a l'impression que faire une musique, c'est facile, quoi. Vas-y. Voilà. Alors que pas du tout. Donc non, c'est pas facile parce qu'il faut trouver une alchimie entre ce qui est en train de se passer à l'image, entre le désir du réalisateur, il y a beaucoup de contraintes et le compositeur est là pour se plier. C'est pas un artiste qui débarque et qui dit ta musique de ton film, ça va être ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Pas. Peut-être qu'Ennio Morricone et Sergio Leone il y avait tellement une entente, une complicité que ça ne se discutait même pas, je pense. Voilà, mais, je pense qu'il y a des grandes discussions, mais oui. C'est vrai que ce soit le temps manque, parce qu'on a besoin d'un dialogue entre un réalisateur et un compositeur, parce qu'on n'a pas le même langage forcément, donc il faut trouver une sorte de traduction artistique qui se fait avec le temps, et avec des mots, avec des influences, en essayant de... Et souvent le temps manque cruellement souvent pour les compositeurs. Et c'est vrai que faut leur rendre hommage parce que c'est vrai que quand ils ont peu de moyens, peu de temps, qu'ils voudraient un studio, un orchestre, quelque chose de symphonique parfois, et qu'au final on leur donne pas grand-chose, il faut faire avec et il faut sortir une BO quand même. Ouais. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, la bande originale c'est une chose, elle crée l'identité vraiment du film, mais il y a des musiques aussi à l'intérieur des scènes, elles servent à quoi? Elles accompagnent le mouvement du film, elles créent une émotion. Des musiques déjà existantes, vous voulez dire, qui accompagnent des scènes, qui illustrent des scènes. Mais... Alors, des musiques qui illustrent des scènes, une illustration sonore, c'est ça en fait, une ambiance ou quelque chose qui... ça arrive rarement. La plupart du temps, les musiques sont là vraiment pour raconter quelque chose avec la scène. Hein. Enfin, voilà, c'est... Je pense qu'il y a une utilité purement, en tout cas, à la fois symbolique, dramatique, narrative. Ça dépend encore une fois de la scène, de qu'est-ce qu'on veut dire, cette scène-là, de comment la musique peut amener cette plus-value à la scène, mais à chaque fois, c'est limite des prototypes, à chaque séquence. Hein. Il y a beaucoup de musique dans les scènes de vos films? Moi, plutôt, je crois. En tout cas, c'est un élément qui compte beaucoup pour moi. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui ne font pas appel à des compositeurs, ils mettent que des chansons déjà existantes ou des musiques déjà existantes, c'est le cas de Tarantino, de Kubrick. Mais moi, j'aime l'idée que la musique qu'on crée pour mon film soit uniquement pour mon film, qu'il y ait une sorte de... comme une relation amoureuse, quoi. Il y a une rencontre amoureuse qui se fait entre une musique et une image, et elle restera à vie, parce que la musique des exilés, par exemple, qu'on entend, sera pour l'éternité celle des exilés. Et puis j'aime cette idée que ça soit, qu'il y ait un lien inextricable, éternel, entre une musique et un film, quoi. Voilà. Celle-ci, elle a créé une identité qui lui est propre. Allez, si vous deviez choisir une seule musique de film, votre préférée, ce serait laquelle, Rinat, pour commencer? Je pourrais en citer beaucoup. Après, il y en a deux qui me viennent en tête tout de suite. Il y a été une fois en Amérique, donc Ennio Morricone. Donc voilà, réalisé par Sergio Leone. Je pense que c'est la bande originale par excellence, parce que Ennio Morricone, c'est peut-être le compositeur par excellence, parce qu'il est d'une densité, d'une complexité incroyable. C'est quelqu'un qui peut à la fois mélanger des airs populaires avec du lyrisme symphonique, qui à partir d'un harmonica ou d'une boîte à musique ou d'un médaillon ou d'un son, il peut développer après quelque chose d'extraordinaire. On est à la fois dans la berceuse, dans la symphonie. Bon, c'est un immense monsieur. Et puis après, il y a une autre BO qui me plaît beaucoup, je vais juste en dire deux mots, c'est une BO de Bernard Herrmann, donc qui était le compositeur de Hitchcock. Et il avait fait une BO sur la fin de sa vie, pour Brian De Palma, pour un film qui s'appelle Obsession. Je crois que c'est une de ses dernières BO, et elle est d'une beauté à couper le souffle. Ouais. Donc Obsession et Il était une fois en Amérique. Et avant de poursuivre, la vôtre, Pierre? Moi, c'est Interstellar de Hans Zimmer. Qui est un compositeur qui est décrié par moments, parce que c'est vrai qu'il fait des choses assez inégales, mais il y a des moments de génie, et sur cette BO, là, je pense qu'elle est vraiment d'un haut niveau, quoi, vraiment. Et c'est une musique qui me touche aussi, le minimalisme qu'il y a dedans, cette musique contemporaine aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après, j'ai bien entendu d'autres compositeurs, et il y a Jeff Beal qui fait notamment les musiques de House of Cards, que je trouve que c'est un très bon... Enfin, en tout cas, c'est un compositeur qui me touche beaucoup.
Dave Porter de Breaking Bad. Bah oui, et Cliff Martinez, qui est un de mes préférés, Only God Forgives et Drive, enfin, qui sont des films qui sont assez cultes. Et ça, ce sont des compositeurs contemporains, et j'en ai d'autres, même Nino Roth, forcément, pour Coppola et tout ça, mais les contemporains, ça m'impressionne beaucoup parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir une empreinte et d'avoir une patte et cela s'en tire bien, quoi. Merci pour la liste, on a pris des notes. Alexandre Desplat aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense, qui est très prolifique. Un compositeur français qui est remarquable. Messieurs, je vous propose de poursuivre en musique avec quelqu'un qui a un très très bon rythme. Éric Dupond-Moretti, il était à votre place, il a répondu à nos questions. C'est le moment du questionnaire du RDV, on écoute. Présentez-vous en une phrase. Je m'appelle Éric Dupond-Moretti, je suis avocat. Le rendez-vous qui a tout changé. Joker. Et le pire rendez-vous, c'est compliqué, mais il y en a eu beaucoup. Pour réussir un rendez-vous. Réussir un rendez-vous, c'est être là à l'heure, y arriver peut-être sans a priori. Alors ensuite, ça n'empêche pas de penser ce que l'on veut, mais d'abord... y arriver avec une forme de virginité, mettre de côté ses préjugés. Qui rêvez-vous de rencontrer? Le pape François. Pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous? Parce que vous m'avez invité. Parce que Célia est très 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 gentille, qu'elle a beaucoup insisté. Votre pire lapin, on m'a jamais posé de lapin. Jamais. Voilà un mensonge proféré à la télévision. Le rendez-vous avec moi-même, il est introspectif, quotidien, introspectif, parfois douloureux. Je suis un homme qui doute beaucoup. Quel rendez-vous repoussez-vous toujours? Je sais pas, les trucs du quotidien qui sont obligatoires mais que vous n'avez pas envie de faire. Le rendez-vous chez le médecin peut-être, ou enfin des choses... qui vous perturbent dans le quotidien. Voilà ceux que j'ai personnellement tendance à repousser toujours. Parfois un peu trop. Votre premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? Non, je ne peux pas répondre à ça. Non, écoutez, j'ai passé 34 ans de ma vie à définir le périmètre de la liberté de ceux que j'ai défendus et le périmètre de l'intimité de leur vie privée. Vous n'allez pas me contraindre à répondre à ça. C'était où je veux, quand j'ai voulu et avec qui j'ai voulu. Voilà. Et c'était un excellent souvenir. Il n'y en aura jamais su avec qui c'était. Allez, le leitmotiv, littéralement la musique qui revient en boucle, une sorte de refrain, c'est le thème de votre chronique, Marie-Jo. Bonsoir et bienvenue. Que je vais faire très rapidement. Bah oui. Pour le leitmotiv qui est effectivement, on sait globalement qu'il s'agit d'un thème et que Wagner l'a utilisé, mais on n'en sait pas grand-chose. Alors en fait, c'est un terme allemand qui veut dire motif conducteur et qui est en fait désigné qui désigne un court motif mélodique, harmonique ou rythmique très caractérisé, servant à illustrer ou à individualiser au cours d'un drame lyrique, un personnage, une idée ou un sentiment. J'ai trouvé que c'était très intéressant ce terme qui est passé tel quel dans la langue française parce que effectivement Wagner l'utilise beaucoup, notamment dans sa tétralogie. Alors on rappelle que la tétralogie c'est l'Heure du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. C'est basé sur la mythologie germanique et nordique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, 8000 vers, plus de 30 personnages, dont 80 leitmotivs et des dérivés qui nous aident un petit peu à comprendre ce qui se passe en fait dans tout ça. Le leitmotiv, c'est pas simplement un truc qui va identifier un personnage, poum poum, c'est lui, et quand il revient, c'est repoum poum. C'est pas seulement ça, c'est un thème qui va servir aussi à en dire plus à un certain moment sur ses sentiments, sur son état d'âme. C'est une technique aussi de réminiscence qui permet aux spectateurs de s'y retrouver. Alors bien entendu, le cinéma s'est emparé aussi de ça. Et on me dit que le premier, finalement, à l'avoir utilisé, c'est John Williams dans Star Wars, qui aurait donné donc les premiers thèmes à la Force, à l'Empire et à Dark Vador. Les séries aussi sont emparées de ça, évidemment. On pense à Lost. Et moi, je pense à vous aussi, Pierre Gambini, parce que pour Mafiosa, vous avez fait des thèmes pour chacun des personnages qui finalement sont récurrents et changent, évoluent en fonction en fait de. C'était la demande, effectivement. C'était la demande, et c'est ça. Et Ennio Morricone, il a beaucoup fait aussi, donc c'était. Non, on s'en fiche d'Ennio Morricone, on parle.
Voilà. Non, mais c'était la demande, effectivement, c'était de caractériser les personnages par des thèmes, par des musiques qui sont récurrentes, qui évoluent, où il y a des variations, donc c'est bien ça. Qui permet d'y voir plus clair et de donner un peu le Ça sentiment. permet effectivement d'identifier de manière inconsciente le personnage, de savoir où il en est aussi, même dans sa psychologie profonde, de savoir... Et puis des fois aussi, il y a certaines musiques qui ont servi, je dirais, de bascule dans la dramaturgie, et dans certains nœuds dramatiques, ou une scène assez banale. C'est la musique, par contre, qui est en train de raconter finalement ce qui est en train de se tramer. Et là, c'est la musique de fin de l'émission. C'est la musique de fin de l'émission. Peut-être là, voilà. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. Oui, je sais, mais vous reviendrez, vous êtes chez vous, Pierre. Merci Rinat d'être venu pour nous présenter votre film Béatrice. Merci Pierre et merci Marie-Jo. Bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao.